voy a presentar mi comunicación de hoy en torno al tema de la vulnerabilidad y del concepto de ambigüedad utilizado por Merleau-Ponty para referirse al estatuto peculiar del cuerpo humano. Esta comunicación es un extracto de un artículo que he elaborado alrededor de estas cuestiones y que saldrá en estos próximos meses. Por cuestión de tiempo, me ceñiré en las dos últimas partes de dicho artículo. Por tanto, la primera parte de esta comunicación, que es la segunda parte de mi artículo, se titula Ontologie du corps et ambiguïté, y la segunda parte, Quel regard porter sur la vulnerabilité, que son las distintas actitudes que Merleau-Ponty propone adoptar frente a esta condición corpórea vulnerable contingente. Bueno, como lo ha dicho Shari, a pesar de que el título estaba en castellano, voy a presentar mi comunicación en francés. Entonces empezamos con la primera parte. En el PowerPoint he puesto algunas citas para que podáis leerlas al mismo tiempo que las digo yo, para que os sea más fácil. Donc, ontologie du corps et ambiguïté. L'histoire de la pensée nous a montré que l'homme a tendance à se penser lui-même sous l'angle de la rationalité, c'est-à-dire à partir de sa différence spécifique, et à dévaloriser la corporéité, dimension dont certaines propriétés sont similaires à celles des animaux, la sensibilité, le mouvement, ou à celles des plantes, la croissance, l'alimentation, la reproduction. Il serait réducteur de dire que la raison en est que nous préférons simplement les capacités cognitives. Il serait peut-être plus correct de souligner que nous préférons les capacités cognitives et, je souligne, accompagnées d'une activité corporelle saine, d'un bon fonctionnement corporel. Dans tous les cas, nous sommes forcés de reconnaître que nous ne parvenons pas à penser le corps en lui-même, si ce n'est soit comme une masse matérielle physico-chimique, c'est la vision scientifique, soit comme un instrument de la conscience, c'est la vision philosophique. Dans une perspective comme dans l'autre, le corps humain n'a, contrairement à la conscience, ni intériorité, ni autonomie. Il se présente sous l'aspect d'un pur dehors qui n'acquiert du sens qu'au contact d'une rationalité. C'est la vision de Descartes qui considérait le corps dans un premier temps et avant tout comme une chose étendue, une res extensa, le corps objectif étant connaissable partes extra partes physiquement et mathématiquement, et dans un deuxième temps et secondairement comme une chose vécue. Le corps subjectif est connaissable existentiellement et reçoit ici une signification originale grâce à l'âme par contamination et à laquelle il sert d'instrument. Le double point de vue de Descartes, loin d'éclairer le sens du corps, accroît son aspect extérieur et dépendant. C'est pourquoi Merleau-Ponty affirmera dans L'œil et l'esprit, vous avez la citation ici, qu'un cartésien ne se voit pas dans le miroir, il voit un mannequin, un dehors, dont il a toute raison de penser que les autres le voient pareillement, mais qui, pas plus pour lui-même que pour eux, n'est une chair. Pourtant, à l'instar de Descartes, nous pressentons bien que le corps est plus qu'un simple objet matériel. Alors, pourquoi éprouve-t-on tant de difficultés à penser profondément, c'est-à-dire philosophiquement, la corporéité comme dimension de notre constitution? L'oubli ou l'abandon de l'étude du corps en philosophie ou en éthique semble être lié à un manque d'intérêt pour la dimension naturelle de l'homme. Manque d'intérêt qui se comprend sans doute par une cause existentielle bien plus profonde, la peur de la finitude. Je vais citer un autre philosophe ici, Jason Wirth. Le problème du non-pensé qui simultanément doit et ne peut pas être pensé n'est rien d'autre qu'une lamentation à propos du chagrin de la finitude. La finitude, le hasard, la contingence, la différence sont autant de caractéristiques qui définissent un des versants de la condition naturelle, celui qui nous place face au non maîtrisable, au non construit. Ainsi, ce qui fait débat et ce qui est polémique, c'est le corps naturel dans sa manifestation existentielle la plus vulnérable, le corps fragile, souffrant, lésé, atrophié. Version du corps qui ne correspond pas à l'idéal de vie que nous poursuivons. L'identité du corps semble donc poser problème lorsqu'il contredit le mouvement d'une existence dite normale. Pourtant, il y a une urgence, pour ainsi dire ontologique, à prendre au sérieux la corporéité en tant que signe vivant d'une résistance
face à toute thématisation d'une part, et comme fondement de cette possibilité même d'autre part. En effet, et je lis la première citation, « Aucune propriété, proximité, mienté ne sont en général pensables avant la chair », assure le philosophe français Didier Franck, et rien de ce qui se fonde sur une précompréhension du propre, du proche ou du mien ne saurait être pensé avant que ne le soit la chair, c'est-à-dire leur origine. Il s'agit bien de notre origine, de notre archéologie dont il est question. Aucune vie personnelle ne serait possible sans le seul continu de la nature. Ne faut-il pas une bouche pour dire « je », dira Pierre-Henri Castel. Penser l'impensé sans lequel nous ne pourrions penser ne s'impose pas tant comme une devise à défendre que comme une maxime à vivre et à appliquer. Se comprendre en profondeur, comprendre notre origine et notre manière d'être au monde. De la sorte, Merleau-Ponty propose une ontologie inversée, ou plutôt indirecte, qui part du bas des premières couches, les plus naturelles, les plus inconscientes, pour aller vers les couches les plus élaborées, c'est-à-dire la conscience instituante. Et je cite ici un manuscrit de Merleau-Ponty qui n'a pas été édité en tant que tel, mais qui a été édité par Emmanuel de Saint-Aubert. Le problème de l'être à ce pli où nous apparaissons surgissant de l'être est destiné à l'être. L'ontologie consiste à formuler cette naissance et connaissance, à trouver un au-delà du naturalisme et de l'idéalisme, à peindre l'homme comme il est vraiment, non comme l'ébauche d'une subjectivité absolue, mais comme surrection, lumière au sommet de cet incroyable arrangement qu'est un corps humain. Pour le philosophe français, nous perdrions énormément à commencer l'autologie par la subjectivité ou la liberté. Connaître l'homme, pour lui, c'est le saisir dans son point d'émergence dans la nature. C'est comprendre la base, le principe à partir duquel prendront naissance toutes les autres formes d'existence humaine, les sensibles et les rationnels. L'homme est cet être particulier parmi les autres êtres qui ne s'appréhende véritablement que comme un être du monde ou de la nature. Il s'ensuit une descente au domaine de notre archéologie, pour utiliser ses propres mots, qui suppose une mise entre parenthèses de toutes nos conceptions acquises, objectives, scientifiques, pour se mettre à l'écoute de notre expérience vécue, c'est-à-dire interroger les couches du sensible ou de nous apprivoiser à ces énigmes. C'est donc au moyen de la phénoménologie, non comme philosophie de l'esprit, ni comme matérialisme, dira-t-il, que nous pourrons atteindre les couches préorétiques qui, en dernière instance, fondent notre être. La mise entre parenthèses ou réduction permet de revenir au monde de l'expérience vécue et de décrire, comme le précise Corinne Pelluchon, les phénomènes tels qu'ils apparaissent dans les couches du vécu antérieures à toute science. Plusieurs éthiciens et philosophes voient dans cette méthode la seule manière de parvenir à dissoudre les différentes formes de dualisme et, dans le cas qui nous concerne, de cerner le plus authentiquement possible la valeur et la statue du corps humain. Effectivement, d'après Merleau-Ponty, nous ne comprenons bien le corps, c'est-à-dire non seulement sous l'unique perspective scientifique objectivante, mais dans une perspective élargie, englobante, qu'en le vivant. Le corps n'est pas d'abord un objet devant la conscience, un Gegenstand, mais il est de mon côté, il est mon moyen d'avoir et d'être un pro-monde. C'est pourquoi la première chose que nous dit l'expérience vécue, c'est que nous n'éprouvons pas notre corps comme une machine à information ou un assemblage d'organes. Je cite Merleau-Ponty. Nous ne connaissons pas notre corps, la puissance, le poids et la portée de nos organes comme un ingénieur connaît la machine qu'il a construite pièce à pièce. Il n'est pas devant moi et je ne le possède pas non plus comme je posséderais un objet. Il est toujours avec moi, présent à chaque moment de mon existence, au point de départ de toutes mes actions, de telle façon que le moi n'est pas distinct de mon corps et que par conséquent je dois dire que je suis mon corps. Je cite à Gilbert Autois. Originellement, affirme Autois, mon corps ne m'apparaît pas, il n'est pas comme un objet ou comme un ustensile que je posséderais, je suis mon corps. D'ailleurs, lorsque nous laissons tomber quelque chose au sol, involontairement, ou nous cassons un objet, nous ne disons pas « ce n'est pas moi, c'est mon corps », car nous comprenons bien que notre corps et nous formons une seule et même chose, pour ainsi dire.
Le corps est notre moyen d'être au monde, notre véhicule d'être au monde, jusqu'à ce qu'effectivement tel accident du corps défasse ce que nul accident n'aurait suffi à défaire. C'est donc également dans l'expérience vécue que nous découvrons l'extrême vulnérabilité du corps. Nous pourrions presque dire qu'il n'existe pas comme tel, ou qu'il est transparent, c'est-à-dire qu'il n'existe pas comme corps, ou qu'il est transparent tant que tout va bien dans la santé, et qu'il devient un fardeau qui s'interpose entre nous et le monde lorsque nous expérimentons une situation particulière d'affliction. Il y a donc bien une ambiguïté du corps, une ambivalence qui dérange. D'un côté, le corps est source de possibilités, il me permet de saisir des choses, de me déplacer, d'exprimer des intentions existentielles, et de l'autre, il est source d'impossibilités. Il freine, il délimite, et finalement, un beau jour cesse totalement de porter cette activité qui me fait être au monde. S'appuyant sur la réflexion husserlienne, Merleau-Ponty décrit la conscience que nous avons naturellement de notre corps propre comme un sentiment de pouvoir. Bon, je ne vais pas lire toute la citation, mais ce que j'ai souligné. Lorsque j'aperçois un objet, j'ai conscience des possibilités motrices qui sont impliquées dans la perception de celui-ci. La chose m'apparaît comme fonction des mouvements de mon corps. Et enfin, à la fin, la conscience que j'ai de mon corps est une conscience glissante, le sentiment d'un pouvoir. Le corps est avant tout, dans notre expérience quotidienne, expérimenté comme un ich kann, un je peux, au service de notre conscience volitive. Avoir un corps, ou être un corps, c'est pour un vivant s'engager dans un milieu déterminé, réaliser des projets, se compromettre continuellement en lui. Notre corps, nos organes, nos mains, nos yeux sont autant d'ouverture, d'intentionnalité, d'engagement envers une réalité qui ne se tient pas devant nous, mais dans laquelle nous habitons comme le son habite la parole. Bien souvent, de manière inconsciente, ce n'est pas notre corps objectif que nous mourons, mais notre corps phénoménal, c'est-à-dire celui que nous expérimentons comme totalement nôtre ou comme authentiquement nous. Je ne suis pas devant mon corps, souligne Merleau-Ponty. Je suis dans mon corps, ou plutôt, je suis mon corps. Nous sommes donc notre corps et ce dernier la puissance d'un certain monde. Le problème survient lorsque ce corps, puissance vers un monde, catalyseur de nos actions, se brise, dans la maladie par exemple, ou suite à un accident. Le corps, qui était identique à notre moi dans la santé, semble s'imposer et s'opposer à nos consciences volitives dans la maladie. Il devient alors un objet s'interposant entre nous et le monde. Comment comprendre cette dualité, ambiguïté du corps? Merleau-Ponty comprend l'ambiguïté comme le fait de pouvoir être fortement deux choses à la fois, puissant et vulnérable, sujet et objet. Et juste une petite parenthèse ici, sans pouvoir le développer, Merleau-Ponty s'inspire de Mélanie Klein pour son concept d'ambiguïté, c'est-à-dire d'une psychologue qui dit que l'ambivalence est une situation inférieure de la pensée pour laquelle une chose et l'autre peut ou ne peut pas être, alors que l'ambiguïté est le fait de pouvoir être fortement deux choses à la fois. Car si le corps est l'exécutant de nos actions, si parmi nous sommes au monde, nous entrons en relation avec les autres, nous aimons, c'est également lui qui, dans d'autres circonstances, freine ses activités, s'interpose entre nous et le monde, nous empêche d'accéder à cette existence dite normale, nous réduisant à une existence plus matérielle. Le corps n'est pas ambigu devant la pensée, dira Merleau-Ponty. D'autant plus si on conçoit comme une simple machine ou un simple objet, il ne le devient que dans l'expérience que nous en avons. C'est d'ailleurs par l'expérience, c'est-à-dire en le vivant, que nous pouvons comprendre effectivement ce qu'il est. Merleau-Ponty exprime cette ambivalence du corps de cette manière. Première citation. « Mon corps est ce noyau significatif qui se comporte comme une fonction générale et qui cependant, parce qu'il est chair, corps vivant, existe et est accessible à la maladie. » Ce qui est intéressant ici, c'est le lien qu'établit le philosophe français entre l'existence et l'accessibilité à la maladie. Notre mode d'être propre en tant qu'être humain est l'incarnation, mélange d'essence, c'est-à-dire d'être et d'existence. Le corps est source de possibilités, noyau significatif, véhicule de l'être au monde, mais parce qu'il est chair, parce qu'il est vivant, il est sujet aux diverses vicissitudes de l'existence.
En définitive, le corps est le lieu de la rencontre entre la manifestation d'une puissance qui tend vers son accomplissement et une existence naturelle qui délimite et en un certain sens freine cet accomplissement. Le corps se comporte ainsi comme un être ambigu, un être à deux faces ou à deux feuillets. Et ici vous avez la deuxième citation, responsable de beaucoup d'absurdités, mais aussi de nos accomplissements les plus sûrs. En réalité, il s'agit des deux côtés d'une même médaille. Le corps est à la fois sensible et sentant, enclin au plaisir et à la souffrance, source de possibilités et d'impossibilités, sujet et objet. Première citation. Le corps, nous dit encore Merleau-Ponty, est fondamentalement un moi naturel, un courant d'existence donnée. Il n'y a donc pas un seul de mes actes personnels qui ne trouve sa source dans cette existence naturelle donnée. Nous pouvons vivre, penser, réfléchir, thématiser tel ou tel monde, parce qu'antérieurement nous le vivons corporellement, c'est-à-dire nous respirons, nous nous alimentons, nous voyons, nous entendons, nous sommes ouverts au monde et aux autres. Notre esprit n'existerait pas sans le sol du corps. Nous n'avons pas idée d'un esprit qui ne serait pas doublé d'un corps, qui ne s'établirait pas sur ce sol, dit Merleau-Ponty. Nous avons tendance à oublier que l'esprit est ancré dans la vie du corps et à ne voir que la transformation que nous faisons grâce à nos facultés rationnelles de ce donné naturel. Nous rejetons ou nous oublions par ailleurs que le corps, comme donné naturel, est aussi fondamentalement contingent et vulnérable. C'est justement cette ambiguïté du corps, le corps comme sujet et objet, que Merleau-Ponty, dans ses derniers projets, situe sous le terme de chair. Si bien le corps vivant était considéré au début de ses recherches philosophiques comme corps propre, ultimement il préféra le penser comme chair, proposant ainsi une ontologie de la chair. De la sorte, deuxième citation, on peut tenter d'interpréter l'ontologie merleau-pontienne de la chair comme l'ultime tournant d'un chemin de pensée qui n'a cessé depuis la structure du comportement d'ouvrir inlassablement de nouvelles perspectives sur la question du corps. La chair se présente comme un être à deux feuillets, d'un côté chose parmi les choses et par ailleurs celui qui les voit et les touche. Elle réunit en elle de manière brouillée les deux ordres, le subjectif et l'objectif. Le corps propre est insensible et il est le sentant. Il est vu et il se voit. Pardon, je me suis perdue dans les... Comme ça n'était pas là. À qui ? Le corps propre est insensible et il est le sentant. Il est vu et se voit. Il est touché et se touche. Et, sous le second rapport, il comporte un côté inaccessible aux autres, accessible à son seul titulaire. Il enveloppe une philosophie de la chair comme visibilité de l'invisible. Mon corps ou ma chair est le véritable signe, le signe vivant de mon appartenance à un monde sensible, monde duquel je proviens et avec lequel je communique, qui me touche et que je touche et dont je porte en moi la trace invisible de sa présence visible. Notre être corporel est notre monde d'appartenance primordiale au monde. C'est par cette chair que nous vibrons, que nous sentons, que nous existons simplement. D'où l'exclamation de Merleau-Ponty, et cette fois, oui. Oui ou non, avons-nous un corps, c'est-à-dire non pas un objet de pensée, mais une chair qui souffre quand elle est blessée, des mains qui touchent. Nous pourrions même aller jusqu'à dire que la propre distribution des organes, l'orientation physique et physiologique du corps sont déjà autant d'ouvertures, d'appels vers le monde. La vulnérabilité, entendue comme capacité d'être touchée, est un des versants de notre condition mondaine et vulnérable. Elle est la dimension fragile d'une existence sensible. Mais au fond, dirions-nous avec Merleau-Ponty, n'est-elle pas le prix à payer, sans même y penser, pour être au monde ? Être véritablement libre ou humain pour Merleau-Ponty ne consiste pas à alimenter un fossé entre le corps et l'âme au profit de cette dernière par le rejet ou la peur de la contingence. Au contraire, nous sommes véritablement libres que lorsque nous assumons notre situation naturelle et contingente, lorsque nous épousons, pour reprendre les mots de Montaigne, le sens d'une vie toute nue.
Ainsi et seulement ainsi, nous aurons la possibilité de la dépasser et de progresser. Et je termine mon exposition avec le regard que nous pouvons porter sur cette vulnérabilité. Pour terminer, Merleau-Ponty propose une série d'attitudes à adopter face à cette condition corporelle vulnérable et contingente. La première est l'acceptation, simplement. Je l'ai déjà dit à plusieurs endroits, mais ces références sont Montaigne, Valéry, autant de penseurs, Schelling aussi, qui ont proposé d'accepter simplement cette situation naturelle et vulnérable. La deuxième est, pour lui, c'est le prix à payer pour être au monde. Ce prix n'est pas une fatalité, non, parce que tant qu'il nous reste un souffle, il y a de l'espoir. Merleau-Ponty donne l'exemple dans la phénoménologie de la perception d'une fille qui s'est enfermée en elle-même, qui ne parle plus, et qui retrouve le contact avec le monde grâce à un contact de main. Elle retrouve la parole petit à petit grâce à un contact de main. La deuxième attitude est donc l'espoir, ou l'espérance, on pourrait dire. Et j'aimerais vous citer cette citation de Merleau-Ponty parce que je la trouve vraiment extraordinaire. L'homme, d'abord, juste pour introduire, l'homme en tant qu'il a un corps, même s'il ne manifeste pas d'activité rationnelle, reste ouvert au monde, aux autres, à la vie. Cela fait qu'il n'est jamais vraiment une chose dans le monde et nous devons reconnaître que la présence vivante corporelle est une présence humaine. Et je cite: « Le corps n'est jamais tout à fait une chose dans le monde. Il me manque toujours la plénitude de l'existence comme chose. Ma propre substance s'enfuit de moi par l'intérieur et quelques intentions se dessinent toujours. En tant qu'elle porte des organes d'essence, l'existence corporelle ne se repose jamais en elle-même. Elle est toujours travaillée par un néant actif. Elle me fait continuellement la proposition de vivre et le temps naturel, dans chaque instant qui advient, dessine sans cesse la forme vide du véritable événement. Tant qu'il y a des organes d'essence, il y a cette ouverture à la vie, aux autres, d'où l'espérance, l'espoir à avoir envers cette essence naturelle. Et enfin, la troisième, c'est la compassion ou l'empathie, ce que Merleau-Ponty appelle, en reprenant le terme d'Husserl, l'Einfühlung. Le véritable événement, c'est la rencontre avec l'autre, avec le monde, mais surtout avec autrui. Il utilise ce terme pour signifier la communion qui nous lie aux autres. Nous sommes en circuit avec les autres parce que nous sommes faits de la même chair. Et c'est peut-être le premier point commun que nous avons avec les autres êtres humains, avant même l'intelligence pour Merleau-Ponty. L'autre est un prolongement de moi-même, il apparaît de mon côté, et je cite: « Tout autre est un autre moi-même, il est comme ce double que tel malade sent toujours à son côté, qui lui ressemble comme un frère et qui visiblement n'est qu'un prolongement en dehors de lui-même, puisqu'un peu d'attention suffit à le faire réduire. Cette présence corporelle est celle qui nous rend à la fois vulnérables et solidaires devant les mêmes événements du monde. Nous ne prenons pas au poids du monde sur l'autre. La dernière attitude que défend Merleau-Ponty est la reconnaissance d'un partage d'une même condition corporelle vulnérable et dépendante. Cette attitude prendra sens par l'amour et l'attention aux autres. » J'ai une conclusion, mais je vais la faire sous mode de question. Est-ce que le corps, en ce sens de ma présentation, peut être pensé comme un principe, bien qu'il soit un principe difficile à déterminer en raison de cette ambiguïté? Est-ce qu'un principe peut être ambigu? Voilà, j'aimerais vous laisser ces deux dernières questions. Merci beaucoup, Stéphane. Hay alguna pregunta, alguna observación? Elodie, s'il vous plaît. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Je me demandais si, en fait, on pourrait pas aussi parler de la vulnérabilité de la perception chez Merleau-Ponty, c'est-à-dire relier la vulnérabilité à la question de la foi perceptive chez Merleau-Ponty, justement pour aller faire un pas de plus, de même qui fait un pas de plus dans l'ontologie avec son concept de chair, faire un pas de plus pour sortir de la dichotomie invulnérabilité de la raison versus vulnérabilité fragilité du corps sentant. Et donc une vulnérabilité coextensive à la perception elle-même. Oui, bien sûr. Mais je crois que ce thème a été plus travaillé. J'ai trouvé d'ailleurs quelques articles là-dessus.
Et donc, comme mon thème est la nature, la vie et le corps, je voulais m'intéresser plus particulièrement au corps et au corps naturel. Voilà. Et qu'est-ce qu'on entend par la vulnérabilité du corps à un niveau naturel? Merci. Sí, la pregunta, si no lo he entendido mal, tenía que ver con la idea de si la vulnerabilidad se ceñía únicamente al ámbito perceptivo o si era un concepto más amplio, ¿no? Entonces, me dijeron que te ceñías a las cuestiones relativas a... Sí, ella me dijo que también podríamos pensar la vulnerabilidad desde la percepción y como una posibilidad. Y yo dije que como mi ámbito era el de la filosofía de la naturaleza y que trabajaba sobre el cuerpo natural, la vida, el organismo, pues me ceñí a la vulnerabilidad del cuerpo natural, simplemente. Y que además hay más trabajos que se han hecho sobre el tema de la vulnerabilidad de la percepción en Merleau-Ponty. A lo mejor menos en ese aspecto porque él no habla explícitamente de vulnerabilidad corpórea, salvo en un texto en el que habla de cuerpo vulnerable, pero se sobreentiende en todos sus textos, ¿no? Esa doblez del cuerpo. Muy bien, muchas gracias, Stephanie. Y vamos a pasar a la